Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour. Merci de demeurer fidèle à la 45 de BM Télévision, ce programme qui est toujours inscrit dans le cadre de l'accompagnement des experts de la République démocratique du Congo ou dans notre pays vis-à-vis des problèmes cruciaux qui minent notre pays. Grand de 2 345 410 km². Et nous savons que l'actualité reste dominée par la situation sécuritaire qui est précaire avec l'agression dont est victime ce pays dans sa partie est de la République démocratique du Congo. Et nous allons essayer de faire le point par rapport à plusieurs secteurs qui sont sérieusement affectés. La semaine passée, nous avons été avec vous pour évoquer cet impact au niveau du secteur économique. Vous avez vu qu'il était vraiment temps à ce qu'on puisse en parler pour se rendre compte de la gravité de la situation. Et aujourd'hui, vous verrez, nous allons parler d'un autre secteur aussi vital. Et ce sera juste après ce petit spot publicitaire. Comment vous si que okabine na lebi munoka mboka esengo lekingai nakuma no somantu ne mboto mbiobe na bioki mayete. Oui, entrez. Oh, monsieur l'opérateur économique, l'homme d'affaires. Alors, quel bon vent vous ramène chez nous? Oh, Nathalie Sengo. Yo, mais oh, merci bien. Ah bon? Oh, Kabine Kiti, Nauti Bolobo. Oh. Aller-retour na Orbor Nanai. Ah bon? Désormais, chaque 2 mois, Bolobo, n'inquiète la famille. N'est-ce pas? Ce que mon le prix à carburant et Kiti, eh bien, Ezabungo, Likanesi, vice-premier ministre. Ministre ya économie, na lisungi ya première ministre, Mpena Bokasi ya Tata Mokonza Ekolo, chef de l'État, Fachi Béton. Oui, après. Oh, Ngalouf Worok. Ngalouf Worok. Ah, justement, c'est un opérateur économique. Aïe qu'on remercier Bisso pour n'avoir que prix à carburant et Kiti. Ouais, sur le prix à carburant et quitté. Mais bilo quoi bien? Bilo quoi bien papa tcha pour les quitter. Kalouf. Nous sommes eza po baza ko compliqué, hein? Au lieu d'adapter ba prix pour population CP là, peut à bénéficier na décision ndenge gouvernement a solo lina ba importateur, mais non, bango bazo calé. Donc bango tu vas te tcha barrage. Mais oui. Alors tu beaucoup barrage wana couloir refungwana. Un peu place CP là. Bon, c'est quoi? Ah, sikoyo. Ah, bakonzi balobi boy. Oyo akozwama. Mbala oyo. Ah. Et tumbu ya munene kokwela ye. Bakanga bango kaka. Ah ben oui. Bakanga. Ben oui, c'est trop. Ya mbaloyo. Ah. On est de retour sur ce plateau pour, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, c'était pour évoquer faire un tableau, dessiner un tableau, vous donner le tableau de la situation qui est plus ou moins délicate dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais qui affecte pratiquement plusieurs secteurs vitaux dans d'autres parties qui ne connaissent pas des situations de guerre au niveau de la République démocratique du Congo. Et nous allons parler de la situation qui porte sur les secteurs aériens. Quel est l'impact de la guerre dans l'est du pays au niveau du secteur aérien? Et vous le savez, nous on ne parle pas seul, on ne fait pas de soliloque, encore moins de monologue, on est toujours dans l'obligation de faire entendre des experts dans le domaine qui peuvent nous donner beaucoup plus de détails que nous n'en disposions. J'ai le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Mutamba Maloua Marvel. Je vous dis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert en aviation et vous occupez des fonctions que je ne peux pas mettre en exergue ici sur ce plateau. Mais avec vous, nous allons faire le point par rapport à l'impact qu'a cette situation sécuritaire sur le bon fonctionnement du secteur aérien en République démocratique du Congo. Alors, comme je le disais, quelle est la valeur de la partie est du pays dans la rentabilité du secteur aérien en République démocratique du Congo? Ouais, déjà, pour la partie est de la République démocratique du Congo, elle est
très vital pour le transport aérien. Vous savez que le transport aérien amène toute une chaîne dans l'économie du pays. Je veux voir par là, par exemple, le tourisme, la restauration. Alors, quand vous avez Goma, vous n'êtes pas loin du parc de la Virunga, où nous allons facilement voir les gorilles, un peu plus loin avec la Garamba, la faune, le parc de Maïko. On peut aussi voir les okapis et ainsi de suite. De notre côté, les compagnies aériennes qui sont basées, qui ont trouvé leur base au niveau de Goma, suite à la situation de guerre, ont dû se déplacer. C'est qu'il y a un manque à gagner et perte d'emploi pour des Congolais qui étaient bien sûr engagés de ce côté-là. Et l'impact aussi se fait dans la destination de ces vols-là. C'est qu'au départ de Goma, les avions allaient quelque part. Je prends l'exemple de Kinshasa. Nous mangeons ce qu'on appelle le Madé Soa Goma, qui abonde sur le marché, par exemple, de Zegida. Quand vous allez, on dit le meilleur haricot, c'est celui qui vient de Goma. Mais Goma est pris, il n'y a plus de vol. Ça veut dire le pomme de terre, il y a les saucisses, les fromages et tout ça. Et quand il n'y en a plus, nous en souffrons parce qu'on est coupé, il y a cette rupture. Il y a des restaurants qui sont alimentés par Goma, mais aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ces restaurants, ici à Kinshasa, seront forcés de fermer. Suite à la guerre qui a à l'Est. On ne voudra pas que ça puisse prendre plus de temps. Ils connaissent déjà les difficultés, hein, ces restaurants. J'ai suivi plusieurs reportages quant à ça. Voilà. Nous aussi, nous avons aussi une difficulté, c'est que les compagnies aériennes qui aussi au départ de Kinshasa, qui aussi au départ de Lubumbashi, ont cette ligne aussi beaucoup plus rentable en termes de passagers qui vont pour le tourisme, qui vont pour visiter de la famille, qui vont pour plusieurs autres raisons, et aussi les compagnies cargo. Parce qu'on a parlé des haricots, on a parlé de tout ça, ça vient aussi par cargo. Mais ces compagnies ne vont plus à Goma suite à cette guerre. Ouais, il y a un manque à gagner. Et dans le secteur du transport aérien, dans le marché du transport aérien, les lignes rentables en République démocratique du Congo, nous avons Kinshasa comme première destination, Goma, ville touristique, et Lubumbashi, les trois grandes villes qui font la rentabilité des compagnies aériennes. Nous n'avons qu'à voir le tableau des programmes des compagnies aériennes que nous avons ici. Dès qu'une compagnie aérienne arrive au pays, qui a des grands avions, les destinations de choix sont Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Et maintenant, on est coupé de Goma, ça veut dire que ces compagnies ont un manque à gagner très important sur la ville la plus visitée, qui est Goma. Et d'ailleurs, il faut le dire, Goma c'est un aéroport international. Ça veut dire aussi qu'à l'extérieur du pays, les gens veulent venir directement à Goma. Je parlais tantôt d'une ville touristique, c'est-à-dire qu'on perd aussi en termes de tourisme. Dans le ministère du Tourisme aussi interpellé, beaucoup nous sommes perdants sur ce point-là. Et il faudra aussi parler de Bukavu et les autres villes prises. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand un avion quitte, peu importe le point où il quitte, et il arrive à Goma, tout ne reste pas à Goma. Je peux être en transit à Goma, je me dis je vais à Bunia, Beni, Butembo, voilà, et tout ce coin-là. Mais aujourd'hui on n'a plus Goma, ça veut dire que je suis à Kinshasa, je ne sais plus aller directement sur Butembo. Parce qu'il me fallait passer par Goma. Et comme Goma est un aéroport international, elle était une plaque tournante. Et même pour aller à Bukavu, on pouvait facilement... Bukavu qui doit joindre Chabunda, ainsi de suite. C'est tout ce que l'on perd. Et dans le sens retour aussi. Butembo peut envoyer du passager, Beni envoie du passager, envoie du fret, du cargo, et pour les autres destinations. Et voilà un peu ce que l'on perd en termes économiques pour le marché du transport aérien. Merci beaucoup, M. Moutamba Maloua, pour ce tableau que vous venez de peindre, qui n'est pas du tout réduisant, vous l'avez constaté. Mais il y a un problème. L'un des meilleurs aéroports du pays, c'est l'aéroport de Goma. Il y a Kinshasa, Goma et Lubumbashi, Kisangani, on peut le citer aussi ainsi, comme les aéroports plus ou moins qui sortent du lot par rapport aux autres aéroports. L'aéroport de Goma ne fonctionne pas. C'est vrai que mais je ne sais pas à quel niveau se situe le problème, parce que plusieurs fois j'ai lu sur les réseaux sociaux que la tour des contrôles n'est pas fonctionnelle. Même la demande humanitaire et tout ça, parce que vous le savez, cette partie du pays a été
est toujours depuis près de 30 ans affecté par des situations de conflit. Il y a les humanitaires qui sont très actifs sur le terrain et la plupart d'aides viennent par avion, malheureusement. Mais c'est vrai que les humanitaires n'ont pas de problèmes particuliers avec une partie ou une autre partie du conflit. Eux, ils travaillent calmement et sans problème, ils n'ont pas de coloration. Mais pourquoi il n'y a pas d'atterrissage à Goma? C'est vrai que la tour des contrôles ne fonctionne pas. Mais alors, je voudrais savoir quels sont les instruments cruciaux qui empêchent que l'on puisse ne pas rendre opérationnel cet aéroport de Goma. D'accord, la question elle est bien posée. Et avant de pouvoir répondre, mettons un peu les bases, on a parlé de la guerre à l'Est. On parle de l'aéroport qui a été saccagé. À quel degré cela a-t-il été saccagé? Très bien. Qui sont ceux qui peuvent certifier que la piste est en bon état? Est-ce qu'une bombe est-il tombée sur la piste? Quelle longueur est utilisable maintenant sur l'aéroport? Plusieurs questions. Personne ne peut amener son avion tant qu'il ne connaît pas la longueur qu'il y a sur la piste. Étant donné aussi que sur Goma, vous ne pouvez pas faire une remise de gaz, c'est-à-dire vous venez pour atterrir en venant du lac et refaire une remise de gaz si vous êtes un gros avion, parce qu'en face de vous, vous avez le volcan. Okay. Donc, déjà pour des raisons sécuritaires, il faudra que quelqu'un, une institution, arrive sur le lieu et le cas échéant, on parle de l'autorité de l'aviation civile, qui doit arriver sur place, qui voit de manière de sécuritaire et de sûreté. Est-ce que cet aéroport peut accueillir un avion? Et quel type d'avion on peut accueillir? Et sur base de ça, on fait un NOTAM, donc une notification aux aériens pour dire, voilà, l'aéroport peut être utilisable sous telle condition. Cela n'a pas été fait. Aucun humanitaire qui bien sûr ne font pas partie du conflit ne peut s'aventurer à amener son avion là. Déjà ça. Il y a des assurances, ça suffit. Tout ça, ça suit, parce qu'il faudrait une étude pour dire, bon, c'est vrai qu'après la guerre, voici les instruments, tout ce qu'il faut, la piste, je ne parle que de ça. Le personnel aussi, parce que l'aéroport, c'est pas que les infrastructures, le personnel aussi, il faut qu'il soit là. Je prends l'exemple des sapeurs-pompiers. Combien y a-t-il de sapeurs-pompiers dans cet aéroport? Qui peut assurer la fonctionnalité de cet aéroport, maintenant qu'elle est prise? C'est qui l'autorité qui est là, la personne ressource qu'on peut pouvoir échanger avec? On n'a pas ces réponses-là. Maintenant, on n'a pas ces réponses-là. Alors, pour un aéroport, pour celui de Goma, avant l'attaque des rebelles, c'est que cet aéroport était doté de moyens de communication, de moyens de navigation. Quand je parle de moyens de communication, c'est-à-dire la communication air-sol, le contrôleur et le pilote pouvaient communiquer sur une fréquence donnée. Nous avons le moyen de radionavigation, c'est-à-dire que la tour de contrôle avec le moyen radar, ça c'est un terme générique, parce qu'on a un ADSB, qui permettait à voir... Faites un effort pour que nous puissions comprendre ce que vous êtes en train de dire, nous les pas experts. D'accord. D'accord, mais allez-y, utilisez les termes qui vous sont familiers. D'accord, je me râlais. En fait, quand je parle d'un ADSB, c'est un peu comme un radar. Ça permet de voir un avion, sans le voir physiquement, sur un moniteur, un écran. Ça veut voir qu'un avion se trouve à tel niveau, à telle distance, à telle vitesse, et voilà le procédure qu'il est en train de faire pour arriver sur notre aéroport. Voilà les instruments qu'il y avait bien avant que la ville de Goma soit prise par les agresseurs. Les images que nous avons vues, ça a été saccagé. À quelle hauteur, à quel niveau, on ne le sait pas. Qui va pouvoir dire que maintenant on peut atterrir? Et toutes ces questions, nous ne les savons pas. Est-ce que la bombe, les missiles, tout ce qui a été lancé, ont-ils atteint les installations? C'est aussi une question. Les équipements? Tous ces équipements, est-ce qu'ils fonctionnent et répondent aujourd'hui? Et en dehors des équipements, j'ai bien dit, il faut parler aussi des personnes qui vont utiliser ces équipements. C'est pas dire que les équipements ils fonctionnent, mais qui sont là pour aider, pour le faire fonctionner et aussi pour les entretenir. Aujourd'hui, ce sont des questions qui méritent des réponses, mais nous ne les avons pas. Et je pense que les humanitaires aussi comprennent l'importance de ces réponses avant de pouvoir y arriver par avion. De s'engager. Alors, quels sont, vous avez répondu par rapport à la question des éléments essentiels qu'on doit avoir dans une tour des contrôles. Celle de Goma, elle est inopérationnelle.
Mais est-ce qu'on ne peut pas faire comme on le fait ailleurs? C'est vrai qu'ici, vous parlez d'instruments de contrôle et tout ça. Ça concerne les avions plus ou moins modernes qui opèrent à Goma, les Boeing, les Airbus, ainsi de suite. Mais il y a quand même des avions qui atterrissent sur la brousse, à Chabunda, à plusieurs endroits dans l'est du pays, qui n'ont pas besoin de tout ça pour atterrir. Et pourquoi on ne peut pas les utiliser? Pourquoi on ne comprendrait pas qu'ils soient utilisés pour venir en aide aux personnes qui ont besoin de l'aide, excusez la tautologie, en ce qui concerne le volet humanitaire? Vous savez, même pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, on voudrait bien envoyer un avion à ce niveau-là de Goma pour aider à nos populations, nos frères et sœurs qui s'y trouvent. Comme je dis, la piste est dans quel état? Quelle est la longueur utilisable à Goma? Nous n'avons pas de question. Vous savez, pour ceux qui ne savent pas, je vais vous le dire, un vol d'un avion, peu importe, Kinshasa, Matadi par exemple, vous avez 80% du vol qui est fait au niveau du sol. Ce qui veut dire l'équipage, la compagnie, tous étudient le vol à 80% avant qu'il ne soit effectué. Est-ce que la piste nous permet? Est-ce qu'on a tel matériel? En cas de problème, qu'est-ce que l'on fait? Tout est préparé avant même que le pilote ne soit dans son cockpit. Mais si déjà à ce niveau, nous ne connaissons pas la longueur utilisable à Goma, parce qu'un pilote peut se dire aujourd'hui, bon voilà, j'ai mis 500 mètres utilisables à Goma, bien qu'il n'y ait pas ceci et cela, et le balisage, s'il n'existe pas, ce qu'on viendra de jour. Le problème météorologique, si on arrive à Goma qu'il y a un problème de météo, où est-ce que je fais la diversion? Autant de questions que se posent et le pilote et la compagnie, le staff de la compagnie se dit, voilà, nous avons des éléments fiables, nous allons, mais qui de nous va négocier avec l'agresseur pour nous donner des éléments fiables? Voilà, personne ne va le faire. Donc on se dit, il faut qu'on ait un de nous qui va certifier que la longueur des pistes utilisables, elle est ceci, on a vu, et voilà, tel pilote, on sait qu'il est fort dans telle procédure visuelle, il peut se lancer et atterrir. C'est vrai, monsieur Mutamba Maloa Marvel, vous évoquez la situation relative à Goma, mais au-delà de Goma, il y a l'aéroport qui est à côté, l'aéroport de Bukavu, qui n'a pas été affecté, à ce que je sache. Il n'y a pas eu de destruction d'équipement ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qui rend cet aéroport inutilisable? Est-ce qu'il est lié foncièrement à d'autres aéroports ou à d'autres tours de contrôle pour qu'il ne soit pas utilisable? Ah voilà, la question me ramène en fait à une autre notion qu'il faudra comprendre quand on place un aéroport. Un aéroport répond à un besoin économique. Vous avez Goma, vous avez Bukavu. Bien avant l'agression, que représentait Bukavu par rapport à Goma? Si les deux étaient au même niveau, je crois que si les deux étaient au même niveau, je crois que ça ne poserait aucun problème d'utiliser celui de Bukavu. Mais sous le plan économique, sous le besoin aussi économique, bien avant cette agression, on avait plus de vols directs Kinshasa-Goma. Et Bukavu, c'était justement une jonction qui se faisait à partir de Goma pour Bukavu, comme un aéroport secondaire. Pour avoir un vol direct, il y a une seule compagnie qui l'a faite, mais pas assez. À l'époque, il existait, à l'époque, il y en avait. Un vol, oui. Mais pas tellement. Mais pas tellement. Alors, bien que ça reste Bukavu, mais tout ce qui était sous le fond économique, c'est plus sur Goma que sur Bukavu. Maintenant, il faudra que les compagnies recalculent encore tout ce qu'il faut comme calcul sur Bukavu, et c'est qui n'est pas aussi aisé. Et même le tarmac de la piste le tarmac de l'aéroport de Bukavu, je ne pense pas qu'il peut accueillir plus de 3 avions, hein, comme recevé à Goma. 3 beaux avions, ainsi de suite. Voilà. Alors, tout le monde était attaché à l'actualité quand il a appris que voilà, il y a le gouvernement congolais qui avait pris une mesure forte, celle d'empêcher le survol, je ne sais pas si ça peut s'appeler ainsi, que son espace aérien soit survolé par le Rwanda. Alors, dites-nous d'abord comment fonctionne notre espace aérien congolais et quels sont les moyens de coercition qui sont à notre disposition pour que nous puissions empêcher telle ou telle autre compagnie de ne pas, si ce n'est pas que d'accuser. Est-ce qu'il y a des mécanismes au niveau
mondiales qui permettent à ce que l'on puisse dénoncer ce genre d'attitude? Parce que souvent, on sait que les autres utilisent des avions de chasse pour contrer tel... Alors, expliquez-nous un peu ce qu'il en est. Comment fonctionne notre espace aérien et que pouvons-nous faire vis-à-vis de celui qui peut le violer, par exemple? D'accord, c'est une bonne question. Le côté militaire, je ne veux pas y entrer parce qu'on copie beaucoup plus. J'en ai entendu parler. Nous avons interdit aux autres, mais s'ils violent notre territoire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que nous avons, je ne suis pas habilité à le dire, mais là où je suis habilité à pouvoir parler, ce sont les textes. La République démocratique du Congo, mon pays, votre pays, notre pays, a ratifié la Convention de Chicago. De même que la République du Rwanda, qui nous agresse d'ailleurs, a aussi ratifié la Convention de Chicago. Alors, l'article 1er de cette Convention dit clairement que chaque État a la souveraineté complète et exclusive de son espace aérien. Donc, la République démocratique du Congo, ayant sa souveraineté complète et exclusive, peut dire tel aéronef immatriculé dans tel État ne peut survoler mon espace. Ça, c'est ce que reconnaît l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Okay. Une petite question pour que je sois précis par rapport à ce que je voudrais comprendre. Et cet espace aérien, est-ce que c'est à quel niveau qu'il est compris comme espace aérien congolais? Est-ce que ceux qui peuvent aller au-delà de plusieurs pieds, 10 000, 20 000 ou 30 000 pieds, sont-ils encore sur l'espace aérien congolais? Ou bien, qu'est-ce que disent les textes? Voilà, quand vous avez parlé de la question sur comment fonctionne notre espace aérien congolais, il faudra comprendre d'abord que l'espace aérien, c'est une zone du ciel située au-dessus d'un territoire d'un pays, donc celui de la RDC. Et chez nous, en RDC, tout comme le pays agresseur, le Rwanda, nous avons ratifié la Convention de Chicago du 7 décembre 1944, qui, dans son premier article d'ailleurs, rappelle, et tous nous le savons, que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire. La RDC, dans ce cas, peut dire tel aéronef immatriculé de tel État ne peut pas nous survoler tant qu'il n'a pas notre autorisation. Et au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, on fait valoir, la RDC fait valoir sa souveraineté. Et dit, moi en tant qu'État souverain, je ne veux pas qu'un aéronef d'un pays tel puisse me survoler. Ok. Alors, justement, je voudrais une petite question, je vous pose une petite question d'éclaircissement. Mais maintenant, quelle est la hauteur, ou bien, puisque souvent on nous dit vous êtes à 11 000 pieds, à 9 000 pieds, ainsi de suite, est-ce que l'espace aérien est compris entre telle hauteur et telle autre, ou bien au-delà de telle autre hauteur, on ne considère pas ça comme étant un espace aérien d'un pays donné? D'accord. Quand on parle de l'espace, on revient dans l'atmosphère. On a plusieurs couches de l'atmosphère. Nous avons la troposphère, où se passent tous les genres de phénomènes qu'on peut trouver, la pluie et autres. Les avions aussi évoluent dans la troposphère. Le plus performant des avions évolue dans la tropopause, qui est l'espace compris entre la troposphère et la stratosphère. Et s'il faut parler des espaces aériens, on ne peut pas aller au-delà que là où circulent, bien sûr, les avions. On parle de la circulation aérienne. Donc, pour être bien limité, on va du niveau 0 évolue l'avion, bien sûr, jusqu'au niveau de la tropopause. Je ne veux pas aller au niveau de vol 410, 430 pour ne pas compliquer. Déjà combien de kilomètres du sol et tout ça? On est environ 20 km du sol. Wow. Au niveau moyen de la mer, parce qu'on se réfère au niveau de la mer et on monte en altitude. Okay. Donc voilà, c'est qu'on peut avoir comme espace. Vous nous avez donné de précision par rapport à ça. Parce que je ne vois pas un avion qui peut, je parle bien d'un avion, qui peut décoller du Rwanda, immatriculé rwandais, et qui nous passe à 60 km au-dessus. Déjà, un avion n'arrivera pas là-bas. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est tout avion, aéronef, qu'il soit d'État, qu'il soit civil, qui ne peut pas nous survoler. Alors, quelles sont les mesures, comme je l'ai dit, des coercitions que nous avons si cela arrivait? C'est vrai que, bon, ils se disent, bon,
qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont nous envoyer des avions de chasse qui vont venir nous intercepter ou quoi? Bon, est-ce qu'il y a, des dispositions, des dispositifs mis en place pour dénoncer ce genre d'actes et que l'on puisse voir qu'il y a des sanctions qui viennent par après? Oui, c'est vrai qu'on parle d'une guerre, mais là nous sommes au niveau d'une aviation civile. Ce n'est pas une aviation militaire, c'est une aviation civile. Et les avions qui décollent, pour la plupart, sont des avions de la compagnie Rwandair, sont des avions civils. Et quand il y a une autorisation ou une interdiction, le cas qui est ici sur notre table, le cas ici, c'est une interdiction de survoler l'espace aérien congolais. Parce que dans cet avion, vous pouvez trouver l'avion Rwandair, c'est un exemple, qui fait par exemple Kinshasa-Libreville, ou Brazzaville d'ailleurs. Il n'y a pas que des passagers ayant la nationalité rwandaise. Il peut y avoir des passagers ayant même la nationalité congolaise. Il peut y avoir. La nationalité... Il y en a, je peux vous dire qu'il y en a. J'ai des amis qui viennent, ils passent par là. Je prends juste un exemple. Supposez que dans cet avion, il y ait des passagers de nationalité congolaise, qu'il y ait des passagers de nationalité américaine, française, et tout ce que l'on... canadienne, tout ce qu'on veut, mais qui quittent Kigali pour Brazzaville, juste en face de nous. Et que ces gens violent l'interdiction que le gouvernement congolais leur a mis. Ça veut dire qu'on va interpeller en même temps le Rwanda, Rwandair bien sûr, mais c'est le Rwanda qui sera interpellé par l'ambassade des passagers. Voilà. Il dit comment vous avez pu mettre mes ressortissants en danger. Donc il y a déjà un moyen de pression, comme vous avez dit, coercition contre cette compagnie. Parce qu'on a dit vous ne pouvez pas y aller. Parce qu'il y a toute cette nationalité. Et même si cet avion était plein des passagers ayant la nationalité rwandaise, nous avons un moyen de pouvoir suivre ces avions. J'ai parlé tantôt que nous avons des ADSB qui est un radar, c'est un terme générique, qui est un radar qui permet de suivre les avions aujourd'hui qui sont équipés, les avions de nouvelle génération qui sont suivis aujourd'hui. De dire, voilà, vous avez violé le territoire de la République démocratique du Congo et vous avez des amendes sur lesquelles vous devez répondre. Et au niveau international, ça vaut de poursuites pénales parce que vous êtes entré dans une zone contrôlée et le risque est lequel? Nous n'avons pas que les avions de Rwandair qui nous survolent. Allons dans le cadre avant la guerre. Vous avez Air France qui nous traverse pour aller à Diobourg, voilà, et ainsi de suite. Et comme c'est dans une zone contrôlée, vous n'êtes pas autorisé. Toutes les autres compagnies, les avions qui nous traversent, savent que tel avion ne survole pas l'espace congolais. Et quand vous croisez dans l'espace aérien congolais, on se dit, mais que fait cet avion ici, dans cet espace congolais, alors qu'il est censé ne pas y être? Vous mettez aussi en danger toutes les autres compagnies qui survolent l'espace aérien congolais. Et vous voyez, ça va faire autant de problèmes. Voilà. Et le Rwanda ne sera pas du tout sur son bon siège, il ne dormira pas. Sur le plan technique et opérationnel, hein, parce que c'est un coup dur quand même, semble-t-il, pour... J'avais lu plusieurs fois que des vols qui faisaient moins de telle heure font encore plus et tout ça. Quel est l'impact économique ou au niveau des opérations techniques sur cette interdiction vis-à-vis des compagnies, de la compagnie Rwandair? Oui, vous savez, je vais revenir pour la plupart des gens qui nous comprennent. Vous quittez la gare centrale pour vous rendre, je vais vous donner, par exemple, le itinéraire normal. Non, normal. La gare centrale. Ou magasin? Non, magasin, c'est un peu plus loin. Je vais prendre la poste. Gare centrale, poste. C'est aussi simple, c'est aussi court. Mais quand on vous dit non, vous quittez là, vous passez gare centrale. Dès que vous arrivez au niveau de Solidaire, vous entrez, vous passez par FPI, vous contournez, vous sortez par c'est pas Ifasik et tout, vous revenez, finalement vous chutez au niveau de la poste. Je crois qu'il dit, mais la course, elle coûtait combien? Elle coûtait par exemple 1000 francs, c'est un exemple, elle coûtait 1000 francs. Mais vous faites tous ces détours pour simplement 1000 francs. Mais en même temps,
vous avez dépensé le carburant. Quand vous traversez la RDC, vous ne payez que les taxes de survol d'un seul pays. Pour aller par exemple à Brazzaville, vous ne traversez qu'un seul pays. Voilà. Vous ne payez que pour un seul pays. Mais vous quittez Kigali pour Brazzaville, vous devez passer l'Ouganda, le Tchad, le Sud-Soudan, voilà, la Centrafrique, et vous redescendez. Autant que vous payez pour le même prix du billet, c'est carrément impossible. Déjà, il faut le dire que Rwandair n'est pas une compagnie rentable. Et, ah bon? Ah bien sûr. Pourtant, elle semble être prolifique avec des avions de nouvelle génération qui sont achetés, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on nous fait voir pour le beau public. Mais ce n'est pas une compagnie rentable. Depuis qu'elle a commencé, elle n'est pas du tout rentable. Okay. Donc, c'est une compagnie... C'est un sujet que nous aborderons très prochainement pour que vous me donniez des précisions. C'est une compagnie, vous alliez dire, de prestige. Bien sûr, on le fait comme les affiches qu'on fait, Visite Rwanda. En fait, on veut un peu blanchir le pays. C'est un pays qui vit du tourisme, en fait. On se rend compte. Et c'est comme ça que Goma, par rapport, pour revenir en fait à notre sujet, Goma, c'est la ville touristique de la RDC. Tout le monde veut arriver à Goma. Tout le monde veut boire le maziwa de Goma. C'est aussi cette chose qu'on veut nous prendre par nos agresseurs. Mais ici, ce que je voulais dire, quand on parle de coût économique... Donc en termes de temps, en termes d'argent... Rwandair, à ce jour, a suspendu les destinations où elle est censée contourner l'espace aérien de la République démocratique du Congo. Ah bon? Donc ça a un impact. Vous savez, vous avez une compagnie qui n'est pas déjà rentable, qui est subventionnée à 100% par l'État. Tout ce qui est comperte, c'est l'État qui subventionne. Et les destinations où elle allait en survolant l'espace aérien congolais, où maintenant elle est obligée de contourner l'espace aérien congolais, Rwandair suspend ses vols ou ses trafics à ces destinations-là. Okay. Donc, vous comprenez que ça a un impact aussi au sein du gouvernement rwandais, parce que c'est une compagnie nationale. Elle reçoit aussi, elle est en partenariat avec Qatar Airways aussi. Ils ont beaucoup d'argent, pas beaucoup trop se plaindre. Ils auraient dû continuer à contourner notre espace, mais voilà, ils ont suspendu, donc ça a un impact. Très bien. Alors, quels sont les risques que nous encourons? Là, vous évoquez, on parle des agresseurs, mais vous l'aviez dit au départ, parmi les premières questions que j'ai posées dans cette émission, si la situation perdurait ainsi, qu'est-ce qui va arriver à notre secteur aéronautique? Si ça s'enlise, hein, ça prend du temps, parce que visiblement, oui, c'est vrai que sur le plan politique, on est en train d'évoquer... des mécanismes qui doivent être mis en place. Même les pères spirituels ont mis la main à la pâte. Il y a les pays amis, il y a la communauté internationale, ainsi de suite. Et si la solution n'arrivait pas à venir des sitôt, qu'est-ce que nous encourons? Du moins, nos compagnies aériennes. Nous risquons d'avoir de moins en moins de compagnies aériennes dans ce pays. Et pour dire, nous risquons de revenir à la quasi-monopole de compagnies aériennes ici en RDC. Vous savez, pour le cas, je vais donner en fait comment se fait le marché de transport aérien aujourd'hui en RDC. Vous avez un pool qui est celui de Kinshasa, donc Kinshasa qui reprend l'ancien Grand Bandundu et le Congo central. Je vais citer la compagnie, il s'agit de Kinavia, qui chapeautait, qui était, je peux dire, la référence pour Kinshasa, tout ce monde-là. Batali, Bom à l'époque, tout ça. Vous avez un deuxième pool qui est celui de Lubumbashi, le Haut-Katanga, où on peut aller à Kamina, Kolwezi, Kalemi, ainsi de suite, et toutes les autres villes, Manono, Kongolo, et ainsi de suite. Et nous avons un troisième pool, qui est celui du nord, en fait du Grand Kivu, s'il faut le dire. Et la base, c'est celui de Goma. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui quand la ville est prise par les rebelles? Il n'y a déjà pas de vol. Les compagnies qui étaient basées à ce niveau-là n'ont plus de vol. Ils ont été obligés d'aller... Non, pas de suspendre, parce qu'ils se disent, et ce qui est vrai, la situation de guerre, elle ne dure pas longtemps. C'est vrai qu'il y a la guerre, mais à un moment, on va se dire, fini la guerre, reprenons les activités comme auparavant.
ils sont allés ailleurs, les autres ont suspendu leurs activités. Mais si nous continuons dans cette lancée, si, et seulement si, elle perdurait, c'est que la République démocratique du Congo, beaucoup de compagnies, des grandes compagnies que nous voyons, parce qu'elles ont leurs piliers dans les grands aéroports rentables, Kinshasa, Goma et Lubumbashi. Et si ça s'empirait, une compagnie, elle est là pas pour le beaux yeux des gens, elle est là pour faire de profit. Et si elle ne fait pas de profit, elle ferme. Et les grands avions qui arrivent, ils ont étudié leur marché parce qu'on va atterrir à gauche, à droite. Mais dès qu'on leur empêche d'y aller à cause de cette situation de guerre, et on ferme avec des impacts aussi indirects que ça. Je vais pouvoir m'expliquer. Une compagnie aérienne ne crée pas que des emplois directs. Un aéroport aussi ne crée pas que des emplois directs. Okay. Il y a des emplois indirects. Dans un aéroport, on a des duty-free, quelqu'un qui peut faire un restaurant dans un aéroport. Quelqu'un qui peut offrir des services de location de véhicules. C'est un emploi indirect parce que l'aéroport existe. Quelqu'un qui vend des billets, qui a une agence de voyage, c'est parce qu'il y a une compagnie. C'est aussi un emploi indirect qui a créé cette compagnie. Et quand les deux sont mal au point, on comprend automatiquement que tous les emplois indirects fermeront. Et ça aura un impact grave sur l'économie du pays, et surtout de ces régions-là. Donc en gros, c'est aussi celui-là. Alors, je voudrais, puisque nous sommes en train d'aller, on a pratiquement fini les sujets qui portent sur la situation sécuritaire dans les deux pays. Vous, aujourd'hui, une petite question que je vous pose. Hein. D'accord. S'il arrivait à ce que vous puissiez tomber sur une certaine manne ou bien que vous attrapiez un partenariat avec un gros mania, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, est-ce que vous pouvez investir dans le secteur de l'aviation en République démocratique du Congo? Il semble qu'il est prolifique et tout ça, mais en même temps, il y a tellement de difficultés et tout ça. Est-ce que vous pouvez prendre ces risques? On met de côté la guerre, hein, faisant comme si le pays n'a pas de guerre et que toutes les lignes sont ouvertes, tous les aéroports sont opérationnels. Sans hésiter, je dirais oui, et j'irai même beaucoup plus loin. Je me proposerai déjà moi-même ministre de l'aviation civile. je vais le dire, je vous le dis pourquoi. Le colon, le Belge, dans ce pays, a fait des routes de dessertes agricoles. Oui. Ces routes sont dans un état calamiteux. Vous prenez les voies ferrées, on n'en parle pas. Nous prenons les voies lacustres, c'est encore autre chose. L'aviation, nous sortons à peine de tout ce qu'il y a comme dégâts des autres voies qui existent. Comme moi, j'apprends en tant qu'aérien qu'il y a une ligne de fer qui ne passera pas par le Congo, mais qui passera de Lubumbashi jusqu'en Angola, le corridor, tout ce qu'on veut. Voilà. Moi, ça me fait beaucoup plus de la peine. Vous savez, la ligne Kinshasa-Lubumbashi, par exemple, elle est mythique de beaucoup de choses. Le chemin de fer, elle a donné vie à plusieurs villes et même à plusieurs liaisons aériennes. Je parle du cas de Mbujimaï, par exemple, le cas de Kananga, Lubumbashi. C'est grâce, bien sûr, au chemin de fer. Et le fait que le chemin de fer n'ait pas fonctionné, on a eu une ligne aérienne. Pourquoi est-ce que je veux encourager également le transport aérien si, une fois ministre de l'aviation civile? Aujourd'hui, on parle du désenclavement de la République. Moi, je veux le dire à titre personnel. Et ça, c'est un cas que nous remarquons. Mon plat à la maison, quand je mange, il est typiquement congolais. Très bien. Vous avez l'oignon qui vient de Banzangungu, vous avez la viande qui vous vient de l'Équateur, vous avez la préparation qui vient de Kisangani, d'autres ingrédients qui viennent de Goma, et tout ça mélangé, et pour finir, vous avez une bière qui vient du Haut-Katanga. Quand vous le mangez, vous mangez typiquement congolais. Mais pour le manger en un temps record, vous n'avez que le transport aérien. Et aussi, on parle de l'unité nationale. Mais comment être unis si on ne sait pas se fréquenter? Sans être politicien, quand il y a une campagne électorale,
quel est le moyen de transport le plus utilisé en campagne électorale, vu le temps qui est imparti? Ce sont les avions. Voilà. Mais il y a combien d'aéroports? Tout le monde veut arriver dans son fief, mais il y a combien d'aéroports? Nous avons aujourd'hui 26 provinces, 26 chefs-lieux. Je vous donne déjà pour exemple la ville de Lusambo, chef-lieu de Sankoro. Il n'y a pas un seul trafic aérien. Il n'y a pas. Il n'y en a pas. Oui, mais que dire? Ils atterrissent dans d'autres villes. Dans d'autres villes, voilà. Mais c'est le chef-lieu. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Ça veut dire que la République démocratique du Congo a besoin de plus de 26 autres aéroports viables. Et pas seulement ça, toute infrastructure qui vient après. Alors, si je dois faire une route qui quitte Lusambo, c'est le cas espèce, qui quitte Lusambo jusqu'au niveau de Kinshasa, on prend combien de temps? Prenons l'exemple, aujourd'hui on parle de Kalambuji, Mbujima et Kananga, Kinshasa. Ça nous a pris combien de temps? Mais s'il me faut réhabiliter l'aéroport de Kananga, de Mbujima et tout ce qu'il y a, on a très moins de temps. En très peu de temps, j'ai 3500 mètres de piste, qui est déjà à un niveau international pour les gros avions. Mais tout le reste, je peux faire de... Si Mbujima devient international, ça veut dire que je peux quitter de partout dans le monde et me poser à Mbujima. J'ouvre la République. Je fais entrer des ressources avec le tourisme, tout ce que l'on voudra bien. Donc le transport aérien n'est pas à négliger, ça a un impact très positif au niveau de la République. À titre d'exemple, une république sœur, vous avez l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'on retrouve en Éthiopie? À part éthiopienne. Voilà. On voit éthiopienne, c'est l'image du pays. On dit, oh, voilà l'Éthiopie. Mais quand vous arrivez, la République démocratique du Congo n'a rien envié à l'Éthiopie. Mais parce qu'on voit leur aviation, on se dit c'est un pays grandiose et tout. Mais si un Congolais sait se déplacer à l'intérieur de son pays, je pense que certains stigmates qu'on parle de tribalisme, ainsi de suite, et justement, il faut le dire, je combats le tribalisme. Quand vous sillonnez, vous avez l'occasion de sillonner à l'intérieur du pays, de notre pays, je crois que le tribalisme, facilement, il disparaît. Très bien. Une dernière question avant que je l'ai oublié parce que je suis en train de regarder ma fiche. D'accord. C'est là que je me rends compte que, bon, c'est vrai qu'on a parlé du Rwanda et tout ça, mais même si on... Il faut quand même qu'on se le dise, il y a une question que les gens se posent. Est-ce que vous pouvez attester ici sur ce plateau que la plupart de nos avions, les gros porteurs, pour faire leur approche sur Goma, sont obligés de survoler l'espace aérien rwandais? Oui, je l'affirme. Ah bon? C'est impossible d'atterrir sans passer par l'espace aérien rwandais? C'est quasiment... pour le gros avion, vous avez parlé de gros avions, oui. Vous savez, quand vous avez une remorque, ici sur la ville de Kinshasa, une remorque pour faire une manœuvre a besoin de plus d'espace. Oui, effectivement. Et ça dépend aussi de l'entrée de votre maison. Si l'entrée permet à ce que vous puissiez avoir une grande ouverture qui est obligée de demander à votre voisin de servitude, qui va bien sûr vous l'accorder, il sera obligé de vous le donner parce que l'ouverture de votre porte vous empêche d'entrer normalement. Et c'est le cas aussi avec l'aéroport de Goma et Gisenyi-Nyakotè au niveau du Rwanda. Ce qui veut dire qu'il y a eu une collaboration entre l'autorité de l'aviation civile rwandaise et l'autorité de l'aviation civile congolaise, où on a donné une servitude en disant que l'espace aérien inférieur est considéré comme l'espace aérien congolais. Ok. Donc, quand vous regardez au niveau du sol, nous sommes au niveau rwandais. Mais comme c'est une convention, on te dit l'espace aérien inférieur, donc en dessous de 24 500 pieds, on se dit cet espace est considéré comme étant congolais. C'est justement pour permettre aux avions de faire leurs manœuvres, s'il faut dire leurs approches sur l'aéroport de Goma. Et aussi, on parle du lac. On parle du lac Kivu. Personne ne peut arriver sur le lac et dire voici, ça c'est la RDC, ça c'est le Rwanda. Personne ne peut le dire. Mais c'est fait justement comme une servitude pour permettre, bien sûr, un passage, une manœuvre. Ils aussi peuvent demander prochainement à ce que l'on puisse revoir un certain nombre de choses dans ce sens-là. Ça va nous compliquer la tâche. Comme dit l'Organisation de l'aviation civile, ils ont la souveraineté complète et exclusive. S'ils ont décidé de faire, ils peuvent aussi décider de fermer.
Donc nous aussi, nous avons interdit parce que l'espace aérien nous appartient et ce sont des conventions au niveau des civils et on le prend justement pour des raisons évidentes. Voilà. Merci beaucoup, M. Marvel Moutamba Maloa. Expert en aviation, nous avons reçu, vous avez beaucoup appris au travers de cette émission, moi particulièrement, j'ai beaucoup appris. Je vous dis merci d'avoir été fidèle à la 45 de BMTV. On va se retrouver pour beaucoup d'autres programmes qui vont commencer à voir le jour d'ici peu. Vous verrez que nous allons aller dans les dimensions reportage, enquête, descente sur le terrain, Vox Pop, et ainsi de suite. Vous allez le découvrir. Et nous vous disons merci, demeurez toujours attachés et abonnez-vous toujours à BMTV, Business and Market Television. Merci, au revoir.